problème que nous vivons pour faire inscrire nos enfants à l'école, c'est un peu criard parce qu'il n'y a pas assez beaucoup d'institutions spécialisées. Et sinon, même les établissements scolaires qui existent, ils n'ont pas prévu de la prise en charge de la personne en situation de handicap, tout type confondu d'ailleurs. Et pour cela, on demande maintenant effectivement à l'État, mais il faudrait construire des écoles adaptées. Il faut que le code de l'urbanisme, vous puissiez l'appliquer, c'est-à-dire si vous considérez à l'université par exemple, ou bien dans les écoles primaires, secondaires, la personne handicapée, souvent il a des difficultés. Si tu es en fauteuil roulant, pour se déplacer, s'il y a des escaliers, ben, tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas d'ascenseur dans ces écoles-là, c'est clair. En classe, quand j'ai un élève par exemple qui traîne un handicap, bon, je fais en sorte qu'il soit, comme je l'avais dit tout tantôt, décomplexé de sa situation. Parce que ça ne sert à rien de penser que c'est un frein à quoi que ce soit. C'est des personnes qui évoluent normalement, dont l'intelligence parfois même dépasse la moyenne des élèves. Donc il faut véritablement amener toute la société à comprendre qu'une personne qui vit avec un handicap, et le plus souvent, des cas que nous avons constatés, c'est lié à des maladies comme la poliomyélite. Il y a les autres types de handicap. Quand ils veulent étudier, c'est un accompagnement spécifique, matériel spécifique. Et que souvent, tu ne le trouves pas ici, ce matériel, il fallait le trouver à l'extérieur, et que l'État n'en a pas suffisamment. Vous voyez, il y a l'école par exemple de thèse, des instituts pour les aveugles, pour les sourds-muets, ils n'ont pas pratiquement d'établissement, sinon que le centre verbotonal, entre autres, sinon c'est les privés qui se débrouillent avec certaines ONG pour créer des établissements qui sont payants. Vous voyez le problème. Donc dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a heureusement d'ailleurs une volonté, il faut le dire depuis quelques années, ce qui a amené même à voter cette loi d'orientation sociale dont je parle. Et je crois que l'un dans l'autre, il va falloir continuer, je ne dirais pas la pression, mais en tout cas le plaidoyer, pour que l'État puisse davantage prendre en compte les problèmes des personnes handicapées dans tous ces compartiments. L'éducation, oui, la formation, l'emploi, la santé, à tout point de vue. Je me préparais pour me présenter au concours de l'enseignement. Mais quelqu'un m'a dit, mais écoute, tu n'es pas intéressé par l'enseignement des sourds. Je dis, enseigner des sourds. Alors, je suis parti, je m'étais renseigné et c'est comme ça que j'ai été formé. Mais il fallait avoir le maximum de points pour être retenu. Alors, je rends grâce à Dieu. Parce que là, je suis parvenu à avoir le nombre de points demandés. Et là, j'ai été engagé à enseigner les sourds. Et donc, il y a effectivement des moments forts. Mais surtout quand j'avais la classe du CI. Ce n'était pas évident. Mais, puisque je suis un passionné en la matière, alors j'ai surtout aimé premièrement l'enseignement. Et deuxièmement, avec cette connaissance nouvelle, je dirais nouvelle pour moi, donc le langage des signes, alors là c'était fort, parce que j'avais tout juste les élèves qui venaient d'arriver, qui ne connaissaient pas leur nom, ils ne connaissaient pas le nom de leurs parents. Donc il fallait que j'enseigne ces enfants-là. Alors finalement, quand j'ai vu l'évolution de ces enfants qui pouvaient écrire le nom de leur papa, de leur maman et leur propre nom, là c'était vraiment quelque chose de très très fort pour moi. Et j'étais encouragé, non seulement par la direction, mais par les collègues aussi qui étaient là avant moi. Et j'ai continué, donc jusqu'au CM2, j'ai eu à enseigner les élèves du CM2 en 2006, donc ma dernière année à l'école, et j'ai eu des admis au certificat. Ça, c'était un moment très fort pour moi. Il y a un gros commentaire à faire, parce que c'est des situations pas normales, à la limite illégales. Parce que comme je le disais tantôt, nous sommes des citoyens à part entière. Et donc si cela est une réalité, il faudrait qu'on puisse les vivre. Mais tous les problèmes que les personnes handicapées rencontrent en général, quand ils ont les qualifications requises, donc qu'ils répondent à des offres d'emploi, mais une fois qu'on leur fasse passer un peu une interview, c'est fini. C'est la dernière étape, parce que quand on vous voit avec votre handicap, les gens se disent « Ah non, celui-là, il n'est pas question qu'on le prenne ».
Mais on oublie que les capacités, c'est interne. C'est intrinsèque à l'individu. Ce n'est pas des choses qui sont liées au physique de l'individu ou autre. Mais vous devez vous imaginer qu'un étudiant, quel qu'il soit, et malgré qu'il soit handicapé, et puisse passer toutes les étapes de son éducation. Vous imaginez, vous avez rencontré un Boubacar Diallo, qui est un docteur d'État dans son domaine. Ben, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle barrière il n'a pas franchi avant d'en arriver à ça? Mais aujourd'hui, s'il veut trouver un emploi, à cause du fait qu'il est handicapé, il ne pourra pas faire prévaloir un peu ses connaissances et ses aptitudes. Mais c'est une aberration. Pourquoi est-ce que l'État du Sénégal a investi dans sa formation? Mais ça a coûté de l'argent pour qu'il en arrive à avoir son doctorat. Si vous faites un tour dans tous les établissements scolaires du Sénégal, ou dans toutes les structures de formation, vous vous rendrez compte que aucune de ces structures n'a été préparée à prendre en charge des apprenants ou des élèves ou des étudiants handicapés. Il n'y en a pas. Donc c'est une exclusion de fait que les personnes handicapées sont de fait exclues du système scolaire au Sénégal. Et nous pensons que pour les inclure dans le système, il faut, rendre accessible du point de vue physique, il faut rendre accessible les établissements d'enseignement et de formation, mais il faut également préparer les enseignants à prendre en charge des enfants handicapés. Dans l'ensemble, la situation n'a pas changé parce que la seule différence qu'il y a entre les personnes en situation de handicap qui sont à l'université de Dakar par rapport à d'autres qui n'ont pas eu la chance de venir à l'école, c'est l'éducation, la formation. Mais la finalité, c'est l'emploi pour ce qui concerne les étudiants. Force est de constater que la loi d'orientation a été adoptée, promulguée, entrée en vigueur, mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de décrets qui sont assujettis à il y a un certain nombre de dispositions dans la loi qui sont assujettis à des décrets d'application, malheureusement qui n'ont jusqu'à présent pas été signés. Pour qu'il y ait une effectivité de cette loi d'orientation, il faut que ces décrets d'application soient signés par le président de la République pour que la loi puisse prendre effet. Mais on ne peut pas aujourd'hui parler d'emploi sans la signature de ces décrets d'application. Donc, si chance il doit y en avoir, c'est après la signature de ces décrets d'application qu'on pourra apprécier. Ça, c'est en ce qui concerne les étudiants, donc ceux qui ont fait la formation dans les écoles de formation, les étudiants. Parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément des étudiants, qui sont dans des écoles de formation. Donc, qui ont les mêmes chances que nous, qui peuvent être employés si ces décrets sont signés. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut parler de chance. Ou plutôt, c'est à ce niveau qu'on peut parler de l'effectivité de la loi d'orientation sociale tout court. La mobilité constitue notre principal obstacle. Parce que vous savez, l'université étant un domaine, en tout cas pas comme les autres, cela nécessiterait tout simplement peut-être de pouvoir se déplacer, de pouvoir se faufiler, de pouvoir peut-être faire nos cours normalement. Maintenant, nous parvenons à suivre les cours, mais d'une manière très, très difficile. Il y a même parfois certains de nos camarades qui finissent par tout simplement abandonner les cours, n'est-ce pas? Parce que supposez par exemple qu'un étudiant handicapé devant avoir cours par exemple au 2e étage, n'est-ce pas, ou bien au 3e étage, alors que le bâtiment n'est pas équipé de rampe, alors que le bâtiment n'est pas équipé d'ascenseur, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre tout simplement à cet étudiant-là qui se déplace sur fauteuil roulant ou bien qui se déplace avec des béquilles, ça c'est demander à un autre peut-être d'amener la lune. Ce qui dit que c'est quasi difficile pour nous et on en rencontre tous les jours. On est obligé soit d'attendre, n'est-ce pas, au rez-de-chaussée que nos camarades valides puissent faire déjà leur cours et espérer peut-être qu'ils nous prêtent à leur tour afin qu'on puisse peut-être prendre le cours. Donc cela montre tout simplement que les étudiants handicapés sont confrontés à
toutes les difficultés. J'ai passé d'excellents moments à l'école. J'ai appris avec les autres. Et là, j'ai accumulé donc des expériences, surtout dans le domaine du langage des signes. Un des moments forts, c'était lorsque nous avons eu la visite des étudiants venant de l'université des États-Unis, l'université des sourds, qui s'appelle Gallaudet University. Donc ces étudiants sont venus visiter notre établissement. C'était un moment émouvant, d'autant plus que même si nous ne parlons pas anglais, mais avec le langage des signes, nous avons pu communiquer parfaitement. Pourquoi? Parce que le fondateur de l'école où j'étais était un Américain noir, c'était un pasteur noir américain. Donc le langage des signes que nous utilisons ici donc, est venu de là, parce que c'est des Américains qui l'ont amené ici. Voilà. Donc c'est des moments très forts pour moi, des moments d'apprentissage, des moments où j'ai appris à aimer les sourds, à m'approcher à pénétrer leur milieu. Parce que c'est quand même un cercle fermé. Aujourd'hui, ça aussi, c'est une situation pour laquelle les Sénégalais devraient être fiers. Parce qu'avant, il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas autant de diplômés parmi les personnes handicapées. Parce que très souvent, dans une famille, quand un enfant naissait et qu'il avait un handicap, très souvent, on se disait qu'il était bon que pour la rue, pour aller mendier. Et maintenant, on voit que beaucoup d'enfants, malgré leur handicap, leurs parents se sacrifient pour leur faire des études. Et des études supérieures. Et ils ont toutes les qualifications requises, mais malgré cela, ils ne peuvent pas accéder à un emploi. Ça aussi, je pense qu'il faudrait que les gens déconstruisent un peu tous les préjugés défavorables qu'ils ont par rapport au handicap. Et je pense que, en fait, la personne, la personne handicapée, c'est une personne humaine comme toutes les autres. Donc, il faudrait, avant de la juger ou de la condamner par rapport un peu à son état physique, essayer de savoir ce qui est à l'intérieur de cet individu-là, sa valeur intrinsèque, qu'est-ce que c'est? La mettre à l'épreuve pour voir un peu quelles sont ses capacités, d'abord. Avant de se faire une idée sur, oui, la personne-là, non, son image ne passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que ce qu'on doit mettre en avant chez l'individu, c'est plutôt un peu sa valeur intrinsèque. Ses capacités, son savoir, son savoir-faire, avant de prendre en compte des considérations qui sont très subjectives. Il faut également faire ce qu'on appelle le quart d'heure académique. Parce que notre objectif, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle une égalisation des chances. Faire en sorte que les chances des personnes handicapées soient égales à celles de ceux qui ne sont pas handicapés. Il faut que les gens comprennent que les personnes handicapées ne cherchent pas des faveurs, ne cherchent pas non plus des passe-droits. Mais ce qu'on cherche, c'est juste d'avoir les mêmes chances que les autres, et comme ça, on nous laisse compétir. Si vous comparez deux étudiants, un qui n'est pas handicapé, qui n'a aucun problème, et un qui est sur fauteuil ou qui est handicapé, si l'étudiant non handicapé peut se lever à 7 heures, faire sa toilette et aller au cours à 8 heures, pour l'étudiant handicapé, il faut par contre qu'il se lève un peu plus tôt. Au lieu de se lever à 7 heures, lui va se lever à 6 heures ou à 5 heures. Du fait de son handicap, sa toilette devient lente, etc. Sa préparation aussi devient lente. Et donc, quand ils sont en salle d'examen, nous pensons qu'on doit leur appliquer ce qu'on appelle le quart d'heure académique. C'est-à-dire que si c'est une épreuve d'1 heure, pour le handicapé, il faut rajouter 15 minutes pour pouvoir lui permettre de rattraper les lenteurs dues à son handicap. C'est ça l'égalisation des chances. Si l'épreuve est d'1 heure pour tout le monde, pour tous ceux qui ne sont pas handicapés, mais pour celui qui est handicapé, qui fait forcément des efforts supplémentaires, il faut lui rajouter 15 minutes. Là, pour ce qui concerne ceux qui n'ont pas été à l'école, il va de soi qu'on arrive à l'analyse selon laquelle ils n'ont pas les mêmes chances que nous. C'est des gens qui sont le plus souvent condamnés à la mendicité, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas été mis dans des conditions pour être là où nous sommes. Et de ce point de vue, j'aimerais quand même interpeller l'État, les organisations qui agissent dans ce sens, de bien vouloir trouver des solutions alternatives pour ces personnes qui sont dans la rue, afin de pouvoir rendre les avenues, les rues beaucoup plus attrayantes
mais pas avec ce décor ou ce spectacle de désolation. N'est-ce pas? À chaque fois, à côté aussi de ce problème-là, il y a aussi le problème, par exemple, de déplacement. Je vous donne un exemple. Au niveau de la faculté de lettres, là où je suis, les emplois temps, par exemple, sont confectionnés d'une telle manière. Vous êtes obligé tout le temps de vous déplacer. Par exemple, de 8h à 9h, vous pouvez avoir cours au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques, n'est-ce pas? Et l'heure suivante, de 9h à 10h, on vous programme au niveau du camp Jérémie, la porte que je trouve juste à côté. Imaginez maintenant, de la faculté des sciences juridiques au camp Jérémie, ça fait au moins à peu près 3 à 4 km, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, c'est une longue distance. Même pour les étudiants supposés valides, c'est difficile pour eux. À plus forte raison maintenant pour un étudiant en situation de handicap. Cela montre tout simplement le travail qui reste à faire est colossal. Il va falloir peut-être poursuivre les réflexions à ce niveau. Essayer, pourquoi pas, de changer un peu notre emploi du temps en prenant en compte maintenant l'aspect des étudiants handicapés, pourquoi pas. Au lieu par exemple de programmer nos cours au premier étage, on pourrait regrouper les étudiants handicapés par exemple dans des groupes qui d'habitude tiennent leur cours au niveau du rez-de-chaussée. Mais aussi au niveau du campus social aussi, on rencontre ces mêmes difficultés, n'est-ce pas? Parce que si il y a combien de pavillons au niveau du campus, mais hormis le pavillon L, il n'y a que seul le pavillon L est équipé de rampes. Tous les autres pavillons ne sont pas équipés de rampes. Ce qui veut dire qu'il n'est pas rare de voir certains de nos camarades qui se rampent à même le sol pour pouvoir peut-être partir dans leur chambre, qui se rampent à même le sol, pour pouvoir partir aux toilettes, n'est-ce pas? Dans les toilettes où on rencontre des flaques d'eau, dans des toilettes nauséabondes, où les conditions d'hygiène en tout cas ne sont pas du tout les meilleures, mais ils sont obligés de tout simplement faire cela pour pouvoir peut-être vaquer à leurs occupations. Voilà, cela résume peut-être toute la situation en tout cas désolante que les étudiants handicapés sont confrontés quotidiennement dans ce campus-là. Nous demandons toujours des solutions définitives. C'est un éternel recommencement, il faut le dire. C'est une vie permanente, mais voilà, on continue, c'est notre tada. Nous avons une station, nous sommes reconnus. Alors, c'est quoi? C'est les relations humaines, c'est le regard négatif que l'autre a envers la personne qui a des difficultés motrices, sensorielles ou auditives. Vous voyez, on travaille pour que l'autre ait un regard beaucoup plus positif. Il ne faut pas simplement penser à aider la personne handicapée, non. Nous n'en voulons pas, honnêtement. Nous voulons un accompagnement. Un accompagnement, ça diffère de l'aide. Et ensuite, un cadre juridique aménagé qui permette un directeur, un ministre, un président, quiconque, il n'a qu'à appliquer les textes. Et puis voilà, la personne pourra s'émouvoir maintenant. Parce que si les barrières intellectuelles sont réglées, si le plan didactique pour aller à l'école ça s'est réglé, je pense que le reste, c'est un accompagnement simplement. Or, au lieu d'aller souvent lui donner quelques poissons, essayer de le faire, de lui faire une formation qui lui permet demain d'aller pêcher simplement.